Donc, section bonus, on repart avec les questions. Question de TT Jean. Je suis en désaccord avec Mathias. La reconstruction du Canadien n'a pas commencé en 2022. Il y a eu une destruction forcée avec le départ de Price et Weber. Le Canadien a commencé à acquérir son noyau à partir de l'année de Kotkaniemi. Il s'en est suivi Goulet, Suzuki, Caulfield. Ils se sont simplement trompés à Kotkaniemi. Si Price était encore en santé, je ne suis pas sûr qu'il aurait réellement tenté une reconstruction. Oui, je pense qu'on dit les mêmes affaires, au fond. Regarde-le, le petit sourire, là, narquois. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas dire qu'une reconstruction commence en 2018 quand tu repêches 15 en 2019, 16 en 2020 et 31 en 2021 avec une fausse finale. Fait que oui, ils ont amassé un noyau, mais le début de l'ère reconstruction, c'est quand tu repêches tôt, pour moi. Parce que toi, t'aimes bien dire que les autres équipes ont commencé leur reconstruction en 1928. Mais le Canadien, c'est 2022. OK, fait qu'elle a commencé quand, la reconstruction? Oui. 2018 pour moi. Quand est-ce que le Canadien... Quand ils ont échangé Pacioretty, qui ont fini avec eux. OK, fait que Marc Bergevin a dit « on reconstruit ». Non, mais Mathias, ils ont échangé Pacioretty, puis ils ont commencé à bâtir le noyau d'aujourd'hui. Mais qui d'autre? Mathias, c'est pas ça le point. Non, mais... C'est que je te pose la question, quand est-ce que Ottawa a commencé? Tu vas me dire 2017 ou 2018, quand Brady Tkachuk a été repêché. Oui. Bon, mais pourquoi le Canadien, ça serait 2022? Parce qu'ils sont rendus en finale de la Coupe Stanley en 2021. Mais en 2020, ils ont été poches. Ils ont fini 24e. Ils ont été sauvés par les séries COVID. Oui. Puis en 2021, ils ont quand même fini 18e au classement général dans la division canadienne. On va s'entendre. On fait un deal. Marc Bergevin a amorcé une réinitialisation en 2018. Oui. Ça a foiré. Et là, il a fallu faire une reconstruction par-dessus la réinitialisation. Puis Ottawa, c'est quoi? Ils ont commencé une reconstruction en 2018. Puis la reconstruction a fini quand? Ben, elle a fini quand ils sont allés chercher DeBrincat et ils ont changé leur choix. OK, fair Tu sais, enough. on se parle c'est la même affaire, finalement. Oui. Non, mais tu peux pas dire que... regarde, tu peux pas dire Marc Bergevin a entamé une reconstruction en 2018. Toi-même, non, mais il a commencé à bâtir le noyau qui fait en sorte que le Canadien, malgré le fait qu'ils ont entamé la reconstruction officielle en 2022, avait déjà une petite longueur d'avance sur une équipe comme Chicago qui a absolument tout vidé. Oui, absolument. Parce que le Canadien n'a pas échangé Suzuki, Caulfield puis Goulet. On est d'accord. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que c'était pas clair. Ouais. Puis si Price avait été encore là en 2022, il n'aurait pas fini dernier, puis il n'y aurait probablement pas eu de reconstruction. Attends. On est-tu d'accord que c'était pas clair, Marc Bergevin? Non. Il rajeunit, il va chercher Eric Stahl. Ah ouais. Tu sais, tu comprends? Ah ouais. Fait que c'était pas clair, puis c'est ça, c'est pas clair. Mais pour moi, comme il avait repêché 31e en 2021, si, disons, Ottawa repêche 31e en 2018, je ne vais pas dire la reconstruction a commencé en 2017. C'est juste la logique, là. C'est parce que là, on veut me coincer. Oui. Puis c'est correct. Oui, on aime ça te coincer. Oui, c'est correct. Ouais. Pas de problème. Venom Chaos. Simon, qu'as-tu pensé de la reconstruction des Flames dans les années 80 qui a amené une finale en 1986 et une coupe en 1989? Il me semble que c'est un exemple dont on n'entend pas souvent parler. Ben, on n'en parle pas beaucoup parce que ça n'a pas été une dynastie, puis 2, ça fait quand même 40 ans. Là. Est-ce qu'on pouvait parler de reconstruction en 1980, dans les années 80? Non, il parle de construction. Oui. Oui, bien la construction, oui. Okay. Parce que j'ai regardé un petit peu d'où venaient les joueurs et ça vient de partout. Par exemple, on a été choisi, on a eu par le repêchage des gars comme Gary Roberts, Al McInnes, Gary Suter, Paul Reinhardt, qui est le père de Sam, Akanloob, Joel Otto. Il y a également eu des échanges. Lanny McDonald, Doug Gilmour, très important. Joe Nwenda, qui a été repêché 27e. C'est vraiment un millimélo. Et entre tout ça, on a fait une grosse gaffe. On a échangé Brett Hall en 1986 et 88 en retour de Rob Ramage et Rick Wamsley. Rob Ramage a gagné la Coupe avec Calgary en 89, mais c'était pas un joueur de premier plan. Et Brett Hall, ben, on sait qu'il a marqué quoi, au-dessus de 700 buts. Alors, malgré cet échange-là, Calgary a eu une très, très belle séquence. Et je te dirais qu'en 89, le Canadien avait perdu la Coupe et je pense que c'était la seule fois de l'histoire que le Canadien a perdu la Coupe à Montréal. Oui. Je crois. C'est sûr.
Ils avaient perdu en 6 matchs contre Calgary. Et cette année-là, le Canadien en 89, d'après moi, avait eu sa meilleure équipe depuis les années 70. Ah oui? Ça a été la meilleure équipe peut-être des 45 dernières années en 89. Mais malheureusement pour les Canadiens, ils ont affronté une équipe qui était encore meilleure. Juste pour... par curiosité, Oui. c'est quoi, selon toi, la différence entre une construction et une reconstruction? Ben, Parce que tu as joué sur le mot. Ben, une construction, c'est que les Flames de Calgary, c'était une équipe qui avait joué les 8 premières années de leur existence à Atlanta. On les a déménagés à Calgary et il y avait une ligue à 16 équipes, ou à peu près à 16 équipes, à 21 équipes à un moment donné, où 16 équipes sur 21 faisaient les séries. Et là, ils n'ont jamais... Tous les joueurs que je t'ai nommés qui ont été repêchés, là, il n'y en a pas un qui a été repêché plus bas que 12e. Donc, on a tranquillement bâti l'équipe durant les années 80. On se faisait toujours éliminer par les Oilers d'Edmonton. Et à un moment donné, entre 86, je te dirais, et 90, 91, il y a eu un apogée qui est arrivé. Okay. Donc, serais-tu prêt à dire que les Panthers de la Floride, ça a été une construction? Bien, oui et non, parce que c'est quand même parti du fait qu'ils ont obtenu Barkov au 2e rang. Oui, mais Puis comme Tété Jean dirait, bon, mais finalement, le Canadien, c'est une construction. Ils ont commencé la construction en 2018. Oui, mais c'est parce que, regarde, je te le répète. Je sais pas comment faire un drop de mic avec celui-là. Il n'y a pas de joueur choisi avant le 12e rang. C'est pas une reconstruction. Ils finissaient pas à queue. On a bâti le nid tranquillement, pas vite, jusqu'à ce que ça culmine en 1989. On va sortir un petit dictionnaire, nous, là, avec nos expressions. Oui, là. oui. Les dards, les reconstructions, C'est les ça, constructions. les constructions, c'est ça. Luigi le Cheval Bono. Ben oui. Pourquoi un joueur qui domine offensivement dans la OHL est-il généralement un meilleur indicateur de succès dans la LNH que dans des ligues comme la WHL, la KHL et à la limite la NCAA, où la projection est beaucoup plus imprévisible? Parce que la Ligue de l'Ontario est tout simplement la ligue qui ressemble le plus à la Ligue nationale, au style de jeu de la Ligue nationale de hockey. Tout simplement. OK. Alexandre Proulx. Y a-t-il des indices permettant de différencier les gros joueurs qui dominent les ligues mineures uniquement grâce à leur physique de ceux qui ont de réelles habiletés combinées à un physique imposant? Ou s'agit-il toujours de pure spéculation? Et en sous-question, quelle est la proportion des gros joueurs identifiés comme potentiellement élites qui le deviennent réellement par rapport à ceux dont on se rend compte avec le temps qu'ils dominaient uniquement grâce à leur gabarit? OK. Premièrement, Alexandre, il faudrait définir c'est quoi un gros joueur identifié élite. Je vais te donner un exemple. Tom Wilson a été repêché 16e. Après une carrière junior où il ne démontrait pas un potentiel offensif si explosif que ça. Tom Wilson, à sa façon, est-ce qu'il est devenu un joueur élite? Peut-être oui, parce que c'est un gars qui fait peur et qui marque des buts. Il n'y en a pas une tonne, donc c'est un joueur qui se distingue. À l'inverse, un autre joueur qui joue à Washington maintenant, mais qui a été repêché par les Rangers il y a longtemps, Dylan McIlrath, repêché 10e au total uniquement parce qu'il était gros. Mais est-ce qu'on le voyait comme un joueur élite ou on le voyait tout simplement comme un gros joueur qui va faire peur à tout le monde? Alors, j'ai pris d'autres exemples ici. Je pense que, premièrement, pour répondre à ta question, comment on peut voir la différence? Quand tu analyses le joueur dans le junior, tu regardes deux choses. Tu regardes s'il est capable de suivre le rythme du jeu, comme l'expression en anglais, pace of play, et le fameux jeu de pied. Est-ce que le gars bouge les pieds facilement ou il y a, comme la blague que j'ai souvent fait, est-ce qu'il a les deux pieds dans le même patin? Ça peut faire la grosse différence entre un gros joueur qui a un potentiel LNH de devenir élite et un joueur qui, finalement, va juste être gros puis, dans le meilleur des cas, va jouer sur un 4e trio. Mais on va prendre des exemples ici. Gabriel Landeskog, c'est un gros joueur qui était perçu comme un futur élite. Il l'est devenu. Matt Dumba également. Matt Dumba n'est pas devenu élite, mais il était perçu comme un joueur qui était supposément un espèce de mur auquel on serait confronté à la ligne bleue avec du patin capable de transformer la rondelle. 5 et 10, 5 et 11, Dumba. Oui, mais il était fort. Ouais. Il était fort dans le junior. Brady Tkachuk était perçu comme un gros joueur avec un potentiel élite.
Mais il y a également à Ottawa Logan Brown. Est-ce que Logan Brown était perçu comme un potentiel élite? Je pense pas. Non. Mais c'était un gros joueur de 6 pieds 4, 230 livres qu'on voyait peut-être comme une force sur un deuxième trio. Pavel Zacha, choisi 6e. Est-ce qu'il était perçu comme un futur joueur élite? Je pense pas. Mais je pense que Pavel Zacha, il est devenu ce qu'il devait devenir. Un gros joueur de top 6. Jordan Stahl, tant qu'à y être. Oui. Tage Thompson. Oui, tant qu'à y être. Tage Thompson. Tage Thompson, ouais. Fin de premier tour. Tage Thompson, oui, mais Tage Thompson, c'était un gros joueur, mais c'était pas un gars qui nécessairement était super physique. Alors lui, peut-être, c'est une autre catégorie. Quinton Byfield était vu comme un genre de monstre qui deviendrait un joueur élite. À date, il ne l'est pas devenu. Fait que tu sais, il y a des exemples comme ça. Seth Jones aussi était également vu comme un possible joueur élite avec un physique, Ah oui, joueur élite, lui. Ouais, ouais. avec un physique Ah oui. très imposant. Ouais. Bon, est-ce qu'il est devenu élite? Pas loin. Pas loin, mais Pas loin. il n'a jamais été vraiment dans les conversations pour le Norris. Pas loin. Mais Pas loin. Aaron Ekblad aussi était perçu comme un futur joueur élite. Il ne l'est pas devenu. Fait que c'est un peu ces exemples-là. Dans le plus récent, Porter Martone, il a été repêché comme ça. Et cette année, il y a le fameux Ethan Belchets qui joue dans la Ligue de l'Ontario. Au début de l'année, il était mentionné comme un top 5. Là, on regarde les classements un peu partout. Il est rendu 15, 16, 17 parce que on est en train de se demander est-ce que ce gars-là domine à cause de son physique ou est-ce que c'est parce que c'est réellement un bon joueur? Là, c'est quoi la différence là, pour notre dictionnaire? Là? Oui. Entre traîner son piano puis avoir du ciment dans les patins, là, il doit y avoir une différence. Ah, ben traîner son piano, c'est tout simplement un gars qui patine pas vite et puis que c'est très, très laborieux de faire chaque enjambée est laborieuse. Alors que les deux pieds dans le même patin, c'est un gars qui n'a pas de jus de pied, qui a l'air complètement pris dans ses patins puis qui a de la misère à pivoter à gauche. Ça et à se droite. ressemble un peu. Ouais. Martin Desgagnés. Pouvez-vous nous faire un top 5 de votre appréciation des stratégies de démarrage des équipes d'expansion depuis 1967? Antoine nous a coupé ça raide, hein? Ah, C'est correct, il s'affirme. Excuse. Par exemple, repêchage d'expansion, repêchage régulier, échange, développement des joueurs. Je ne parle pas seulement de résultats, mais de démarche. Exemple, une équipe avec une bonne stratégie, mais qui n'a pas fonctionné, pourrait faire partie de votre choix. OK. Premièrement, je vais exclure Vegas parce que les règlements ont changé. Ouais. Alors moi, je vais prendre les équipes d'expansion, mettons, entre 1977 et l'an 2000, la dernière fois qu'il y en a eu. Et moi, j'ai fait un petit top 5. Et évidemment que, oui, les résultats sont là. Et il y en a une, d'après moi, qui avait une démarche, mais je vais expliquer qu'est-ce que je crois qui n'a pas marché. Alors, dans l'ordre, les Oilers Edmonton de l'époque de Gretzky, les Islanders de New York de l'époque de Mike Bossy, les Flyers de Philadelphie qui ont gagné 2 Coupes Stanley en 74 et 75, qui était une équipe d'expansion 7 ans auparavant, les Sabres de Buffalo qui sont arrivés dans les années 70 et après ça qui ont été une force pendant des années et des Pas années. réussi à aller chercher Non, la avec Gilbert coupe, hein, Perrault, c'est ça. C'était bon. Mais il y avait le Canadien dans leur... Il y avait Philadelphie, le Canadien, il y avait toujours quelqu'un Ça dans leur manquait de patte. gros défenseurs aussi, de grands défenseurs. Et cinquième, oui, ils ont été aidés par la venue des Stachny, mais les Nordiques, ça a décollé solide pour une équipe qui est arrivée en 79. L'équipe, d'après moi, que je croyais deviendrait une puissance et ne l'est pas devenue, puis c'est pas parce qu'ils ne repêchaient pas des bons joueurs, mais je pense que c'était une organisation un peu broche à foin, d'après ce qu'on a entendu dire, qui encadrait mal les joueurs, et puis bon, ça s'en allait dans toutes les directions. C'est les Sénateurs d'Ottawa de 92. Parce que les Sénateurs d'Ottawa, les premières années, ont repêché Alexis Yashin, Alexandre Daigle, Radek Bunk, Pavol Dimitra dans les rondes ultérieures, puis on n'a rien fait avec ça. Attends, Chris Phillips au premier rang. Chris Phillips, puis on n'a rien fait avec ça. Alors, je crois que il y a eu d'autres facteurs. La démarche, je crois, d'évaluation de talent était là, mais l'encadrement, surtout quand on entend Alexandre Daigle parler un petit peu de ses débuts à Ottawa, je pense que c'était un petit peu le free-for-all là-bas. Écoute, il aurait rêvé d'être avec le Canadien d'aujourd'hui, là, parce qu'on modérait et on gérait bien les attentes, alors que les attentes étaient différentes à son endroit à l'époque. C'est sûr. 51 points pour partir une carrière, c'est pas vilain. À là. 18 ans, Ben oui. ben Ryan Hopkins a eu ça. Puis tout le monde disait, belle saison de Hopkins. Ouais. Jérôme Saint-Laurent. Salut Snake. Pourriez-vous nous parler un peu de Cade O'Rourke qui s'est fait refuser le statut de joueur exceptionnel en Ontario? Cade O'Rourke, né en 2011, vient d'avoir 15 ans. Ouais, ça passe vite. Alors, 2011.
il n'est pas tellement plus vieux que notre invité ici, aujourd'hui. Logan? Logan est né en quelle année? 2014. Logan est né en 2014. Alors, Cade O'Rourke, il est né le 31 janvier 2011. Donc, une précision, dans les ligues juniors, la date butoir pour le repêchage n'est pas le 15 septembre, mais le 31 décembre. Ce qui veut dire que Cade O'Rourke a raté le repêchage cette année par un mois. Donc, moi, je croyais qu'on lui accorderait le statut de joueur exceptionnel. Pourquoi on ne lui a pas accordé? Il y a toutes sortes de choses qu'on peut spéculer. Premièrement, c'est pas la taille. Il fait 6 pieds 1, 180. C'est pas le hockey. C'est pas son talent au hockey. Parce que c'est un défenseur exceptionnel qui a dominé les rangs midget. Même pas midget encore, U16. Oui, c'est vrai, U16, c'est ça. Puis là, je me dis une chose, il vient du Texas. C'est un gars qui a déménagé à Toronto à l'âge de 11 ans pour venir jouer au hockey ici. Très bonne idée. Est-ce que ça se peut que dans la Ligue de l'Ontario, on ne lui a pas accordé le statut parce que on veut, entre guillemets, le garder ici parce qu'on a peur qu'il s'en aille dans le US NTDP l'année prochaine à 16 ans. Et puis on se dit, pourquoi amener un gars comme ça à 15 ans? Il va jouer 1 an. Regarde, c'est une décision ridicule, peu importe la raison, parce que le gars, il est déjà à Toronto. Il est prêt pour le repêchage de la OHL. Il aurait été le premier choix au mois de juin. Il aurait joué à 15 ans comme d'autres avant lui, comme McDavid, Tavares et compagnie, Joe Veleno au Québec. C'est une décision qui n'a aucun sens et justement, ça pourrait le pousser l'année prochaine à s'en aller aux États-Unis. Alors, la Ligue de l'Ontario, on a besoin de vedettes, là, puis on sait maintenant dans le junior que les gars peuvent partir à un moment donné à 18 ans, 19 ans. Ben écoute, si tu les as à 15 ans puis à 16 ans, ben tant mieux, au moins tu les as eus. Simon Tremblay, vous parlez des patinoires olympiques en Europe, mais n'oubliez pas qu'à Chicoutimi, c'est une patinoire olympique. Est-ce que ça peut jouer sur l'évaluation d'un joueur des Saguenay? Ben, je ne sais pas comment les recruteurs voient ça, mais moi, quand j'évalue un joueur, je l'évalue pratiquement tout le temps à l'étranger. Alors pour moi, ça n'a pas d'incidence. Moi, quand je regarde un joueur des Saguenayens, puis que, mettons, qui est admissible au repêchage, comme il y a eu dans les années passées, Maxime Massé, Émile Guité, qui joue encore là, Alex Wang, ben moi, je les regarde à l'étranger. Nicolas Roy a joué là, non? Nicolas Roy a joué là. Moi, pour moi, un joueur, ça s'évalue à l'étranger, contre des clubs de tête, parce qu'à domicile, contre des clubs faibles, un gars qui fait 4 buts, 2 passes, c'est d'aucune indication ce qui va être dans la Ligue nationale. Simon Lerat. All right. Revenons encore une fois sur le fameux échange qui a envoyé le bon Nick Suzuki chez le CH. On sait que l'espoir désiré était Cody Glass, mais en 2018, un an après le repêchage et malgré des statistiques semblables dans le junior, qu'est-ce qui faisait que Glass avait une plus grosse valeur que Suzuki à ce moment? Oui, Glass, en passant, ça n'a pas paru, mais il y a 19 buts cette année au New Jersey. Une genre de petite mini-résurrection de sa part. Ceci étant dit, pourquoi en 2018, il y avait encore une plus grosse valeur? Ben, tout simplement parce que c'était un joueur qui était plus flashé. Plus gros. Oui, plus grand, plus gros. Il y avait plus, entre guillemets, l'air d'un joueur de centre numéro 1. 6e choix au total. Oui. Mais tu sais, puis j'en reparlais encore aujourd'hui. Tu sais, les gens qui disent, oui, mais d'abord, on ne sait pas s'ils voulaient Glass à tout prix, mais ils l'ont demandé, sachant probablement que Vegas ne voulait pas le donner. Ouais. Et deuxièmement, ils ont quand même accepté d'échanger Pacioretty, leur capitaine qui avait une valeur. Ils ont accepté Suzuki, pareil, là. Ah oui. C'est pas comme oui, si... il n'était pas désespéré de Parce qu'il aurait pu se retourner il était pas désespéré. aller voir ailleurs, là. Ben, Los Angeles, il semblerait, avait une offre. Oui. Il y avait d'ailleurs Vilardi, il était là-dedans. Oui, Vilardi, je blâme pas le Canadien, je vais te dire pourquoi. Oui, il est très bon aujourd'hui. Oui, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Mais il était tout le temps blessé. Ouais. Tout le temps blessé. C'était tout un risque, Gabe Vilardi. Puis il a été blessé beaucoup en début de carrière. Mm-hmm. Alors que Suzuki, ben, c'est le Cal Ripken Jr. Du hockey. Je te dis, dans 7 ans, il va battre le record de Phil Kessel. Puis ce match-là, je vais être là pour l'applaudir. C'est drôle parce que Martin Lapointe, co-directeur du recrutement du Canadien, il ne parle pas beaucoup. Mais cette fois-là, quand il a confié, je pense que c'était TVA Sport,
que le Canadien avait demandé glace en premier, là, écoute, ça a fait du chemin, là, on en reparle encore aujourd'hui. Ben, S'il dit rien... Non, mais c'est bien d'avoir Oui. on dit des insights, là, Ouais. Des informations privilégiées. Oui, parce que de toute façon, tu sais quoi, ça change rien Mais aujourd'hui. imagine les échanges partout, dans les autres équipes, c'est tout le temps ça. Tout le temps. Ben oui. Tout le temps. Si tu savais ce que je pourrais te raconter du junior, mais que je raconte pas, là. Tu sais, c'est sûr. Des discussions, il y en a à la pelletée. Des gars que le Canadien est pas assez proche d'échanger. Ben oui. C'est sûr. Richard Gendron, question pour Snake. À quoi ressemblait ton évaluation de Matvei Gridin, un 28e au total du repêchage de 2024? Aussi, que penses-tu de sa saison recrue? Je m'emballe trop vite ou les Flames ont mis la main sur un gars d'un potentiel de 20-25 buts et 60 à 65 points? Gridin, d'abord, a un gros avantage sur les autres. Oui. Il a assisté à un balado Mathias et le Serpent, Oui, c'est vrai. qui s'appelait Processus à l'époque, dans À le vestiaire Shawinigan. des cataractes de Shawinigan. En Fait que effet. ça part bien de carrière. Oui, il a joué un an à Shawinigan. Regarde, dans le cas de Gridin, dans la USHL, il avait été très bon. C'est pour ça qu'il avait été le premier choix européen au repêchage européen de la CHL. Qu'est-ce que je voyais, moi, au 2024? Moi, il y avait une chose qui m'empêchait de le mettre, disons, dans le top des joueurs. Je trouvais que le niveau d'effort n'était pas toujours là. Mais ça s'est vraiment amélioré D'habitude, ça te dérange de ce pas. côté-là. Oui, ça dépend si le gars est un talent exceptionnel qui me fait écarquiller les yeux puis qui me fait tomber en bas de ma chaise. Gridin, c'était pas un talent comme on nommera pas qui joue pour les Flyers de Nomme-le Philadelphie. pas. C'est mieux pas. 20-25 buts, 60-65 points. Regarde, s'il jouait, mettons, pour une équipe qui était mieux pourvue en talent, je Comme te le dirais... Canadien. Ouais. Oui, pour te faire plaisir. Ben, je te dirais, je ne sais pas ça va être quoi sa place dans l'alignement. À Calgary, il y a de la place pour jouer sur le top 6. Alors, c'est pas impossible. Puis comme je t'ai dit, le niveau d'effort s'est beaucoup amélioré. Je l'ai beaucoup aimé à Shawi l'année passée. Je l'ai aimé dans la Ligue américaine, puis je l'ai aimé quand il a joué à Calgary cette année. Julien Goujon. Salut les gars, je me demande s'il n'y a pas un enjeu potentiel du côté de la longévité de Lenotin. Son jeu est très dynamique et cela me semble propre à un très jeune joueur et peu durable. J'avais eu cette inquiétude lorsque Subban était à son sommet et je crois que le déclin du volet dynamique de son jeu a particulièrement écourté sa fenêtre de joueur de première unité de jeu de puissance. On cherche des problèmes, là. Non, mais regarde, dans mon podcast en anglais, Sick Podcast, on a reçu une question pratiquement identique. Donc, Est-ce que il y c'était a Julian Goujon? Non. La question a été posée différemment. Je comprends, Julien, quand il parle de Subban, c'est vrai que... Mais c'était pas le même physique. Ben non. Piqué Subban, Piqué Subban, il était un petit peu casse-cou. Ben, il y T'sais, avait il était aussi... casse-cou, ouais, il y a eu mal au dos. Il y a eu mal au Il y avait dos. beaucoup d'activités hors glace Ouais. aussi. On peut pas... ouais. Ouais. Je pense que c'est différent, mais est-ce qu'un joueur dynamique, à un moment donné, est-ce qu'il va le perdre? Oui, si tous les joueurs le perdent. Connor McDavid va le perdre. Oui, mais il y a la tête. Il y a la tête. Mais la question est de savoir, est-ce que ça va influencer sa longévité? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il va le perdre à l'âge moyen où les joueurs le perdent. Je pense pas que ça lui nuise. S'il se faisait rentrer dedans constamment, je te dirais c'est pas oui. un kamikaze non plus. C'est pas un là. kamikaze. Piqué Subban, c'était plus un kamikaze. Ouais. Félix Gagnon. J'aimerais savoir ce que Snake a pensé de la transition d'Albert Smith de la Liga vers la DEL. Est-ce que ce genre de changement de championnat peut donner plus d'infos sur un espoir? Est-ce que ça a été profitable à Smith? Il a produit davantage en série de la DEL qu'en saison en Liga. Est-ce une amélioration ou simplement que la DEL est plus offensive? Juste, je sais que la plupart de nos abonnés savent tout ça. Juste pour démêler, au cas où on en ait des nouveaux aussi, la DEL, c'est la Ligue en Allemagne. Oui. Liga, c'est la Ligue en Finlande. Voilà. La Ligue en Finlande est plus forte que la Ligue en Allemagne. Pourquoi il est allé là? Bien, c'est premièrement, son équipe de Jokerit était vraiment pas bonne et on a décidé de le prêter à une équipe de la Ligue d'Allemagne pour les séries. Alors, tant mieux, même si le calibre était moins fort. Ça lui a permis de continuer à jouer au hockey. Et Smith, en passant, va continuer à jouer au hockey au championnat du monde qui commence vendredi pour la Lettonie. Mais il faut également savoir que Jokerit, ce n'est pas une équipe dont les finances sont super en ce moment. Et
moi, j'ai entendu dire qu'il y aurait eu entre 50 et 75 000 pour le prêt de Smits à la Ligue d'Allemagne. Et dans ces ligues-là, ce sont des montants d'argent quand même qui, des fois, qui peuvent faire la différence entre boucler le budget ou non. OK. Simon Charette, question pour M. Boisvert. Oh, M. Boisvert. San Jose a le 2e choix au repêchage. Le consensus place Ivar Stenberg 2e, mais les Sharks ont besoin de garnir leur défensive et pourraient se tourner vers Chase Reed. Comment comparer cet apparent dilemme à la situation des Blackhawks en 2024, qui devait trancher entre Lev Shunov pour la position ou Demidov pour le talent, lui qui était vu généralement comme le meilleur des deux? Est-ce qu'ils ont eu à trancher entre Demidov et... Ben, ils ont quand même Shunov. essayé d'avoir le 4e choix de Columbus. Ils ont offert le choix de l'année suivante pour aller chercher Demidov. C'était Demidov. Hein? Alors, il y a eu OK. une discussion qui a eu Parfait. lieu. Alors, moi, je vais te dire, comment comparer le dilemme? Ben, il y a une grosse différence. L'écart entre Stenberg et Chase Reed, en ce moment, il n'est pas si grand que ça. Lev Shunov, 2e, je suis tombé en bas de ma chaise. Alors, ça a été beaucoup plus une surprise que Lev Shunov soit 2e. Il y avait beaucoup de défenseurs cette année-là. Moi, il n'était vraiment pas premier sur ma liste du côté des défenseurs. C'est qui donc, le premier? Euh, Ben, moi, il n'y en a aucun que je trouvais exceptionnel. Tu sais, là, pour rappeler aux gens, c'est l'année de Ziv Bouillum, Zane Parek. Dickinson. Moi, c'était Dickinson. Je l'avais Ah, 5e au c'était total. pas Yakemchuk? Non, j'avais Dickinson OK. et 2e, j'avais Yakemchuk. Parfait. Alors, 5e Dickinson, 6e Yakemchuk. Au total, j'avais 4 attaquants, les 4 premiers. Alors, moi, c'est là où la comparaison s'arrête. C'est que l'écart de talent de Demidov et Levchunov était beaucoup plus grand que l'écart de talent entre Stenberg et Chase Reed. Émile Tremblay. Bonjour. Je regardais les prospects du repêchage de ce juin et Albert Smith a particulièrement retenu mon attention. Il ne semble pas particulièrement offensif. Je me rappelais qu'il y a quelques épisodes, Snake, tu disais qu'il serait probablement dans ton top 4 à 6. Cependant, ce n'est pas le type de défenseur que tu apprécies normalement. Qu'est-ce qu'il fait qui te fait l'apprécier tant? OK. C'est une bonne description là, que tu as fait. C'est sûr que ça ne sera peut-être pas un grand défenseur offensif. Qu'est-ce qui fait que je l'apprécie? Ben, c'est un peu par défaut. Il y a pas beaucoup d'attaquants de grande qualité cette année. Alors, probablement que dans un repêchage où il y aurait eu des attaquants de grande qualité, j'aurais eu Smith beaucoup plus loin. Je l'aurais peut-être eu 10, 11, 12. Là, il va probablement se retrouver dans le top Il est plus dans 5, ton 6, top 7. 5, là. Il n'est plus dans mon top 5, mais certainement le top 6-7. J'attends de voir un petit peu comment il se débrouille aux championnats mondiaux contre les gros pays. Ça, pour moi, c'est toujours un indicateur. J'aime ça. Je sais que c'est pas grand-chose un match contre le Canada, les États-Unis, mais l'histoire nous démontre que, tu sais, j'ai vu Leon Draisaitl pour l'Allemagne dans le championnat il y a une dizaine d'années. Il avait été bon. On a vu Quinn Hughes, il avait été bon. Écoute, s'il n'y a plus grand-chose à 5, je n'ose pas imaginer ce que le Canadien va avoir à 30, 31. Non, c'est que des fois, il y a Un regain. Il y a un regain dans le sens la valeur des fois du joueur que tu vas chercher, le fameux value pick, le valeur qualité-rang est parfois supérieur rendu là. Tu sais jamais. Tu sais, si tu ramasses un joueur des fois à 30, puis que tu dis, ouais, ben ça, c'est un 3e trio qui peut faire 15 buts, ben, tu as une meilleure valeur que ramasser au numéro 5 un défenseur numéro 3. C'est ça l'idée de la qualité, rapport qualité-rang. Robert Brûlé. Snake, tu parles d'un package que le CH pourrait faire pour mettre la main sur McJesus. Avec la montée de Debèche, pourquoi ne pas mettre Fowler ou Debèche dans l'échange? Il me semble que les Wheelers ont un besoin criant à cette position et que ça n'affaiblirait pas trop le CH. Désolé. Ben non. Alors, monsieur Caoutchouc Burnt. Robert, Oui, Caoutchouc Burnt. Robert Brûlé. Je l'ai changé. tu fais des jeux de mots toi aussi? Ben, j'ai changé. Je suis découragé. Ben, je m'en permets Attends. un dans l'extra. T'es bon acteur, Mathias. Je pense pas que ça va me prendre pour ton prochain film. Non, mais la première affaire qu'ils disent aux acteurs, c'est don't overact. Là, tu sais, faut pas que tu surjoues. Là, j'ai-tu surjoué? Ah, t'as surjoué. Ah oui. T'as surjoué. Ça, c'est un de mes défauts aussi comme acteur. Je surjouais. Bon. L'histoire des gardiens de but, moi, je pense que n'importe quel package qui inclurait des jeunes joueurs ou joueurs établis du Canadien, il inclurait un gardien de but. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben oui.
Mais, Fowler, Reinbacker, Age, puis un ou deux choix, là, let's go. mais comme on a parlé la semaine dernière, C'est ça prendra un joueur établi aussi. Pas de problème. Il ne prendrait pas juste des prospects. Mais c'est sûr qu'un gardien de but ferait partie de ça. Oliver Kapanen. Oui, Mathias. Sam, salut les boys. Quand vous regardez des espoirs pour le repêchage, dans quel ordre d'importance placez-vous ces aspects? Sens du jeu, habileté, patin, gabarit, niveau de compétition. 1-1, 1-1-1. OK. Très difficile à les placer. Je vais quand même les placer en ordre, mais je vais mettre un bémol, une explication. Des fois, le coup de patin, il est tellement poche que même si ce n'est pas nécessairement la priorité numéro 1, tu ne peux pas l'ignorer. Des fois, le coup de patin est exceptionnel, mais le reste manque un peu. Tu regardes un gars comme, il ne joue plus maintenant aujourd'hui dans la Ligue nationale, mais Michael McLeod. Hey, j'allais dire. Michael McLeod, il patinait comme Connor McDavid. Mais ses habiletés, son sens du jeu était tellement faible que tu ne pouvais pas ignorer ça. Mais je vais quand même te faire un ordre, là, Sam. Puis après ça, ben, maintenant que je t'ai donné mon explication, tu peux interpréter ça comme tu veux. 1, moi, c'est les habiletés. 2, c'est le niveau de compétition. Je crois qu'un niveau de compétition, Sam veut dire ce qu'on appelle en anglais le competitiveness, la compétitivité, et non pas le calibre de jeu. Il veut dire que dans quelle mesure tu es compétitif sur la glace. 3, le sens du jeu. 4, le patin. Et 5, le gabarit. Mais est-ce que le gabarit est important? Encore là, si le joueur fait 5 pieds 7, il est mieux d'avoir des solides habiletés, un solide coup de patin, un solide niveau de compétition, puis un solide sens du jeu. Fait que c'est pour ça que c'est difficile de mettre vraiment un ordre dans tout ça. Si tu mets le gabarit premier, ben là, tu risques de te retrouver avec 20 joueurs peut-être qui sont pas si bons que ça, ou en tout cas une quinzaine qui sont pas si bons que ça. Si tu mets juste les habiletés, ben là, tu te risques de te retrouver avec 20 patineurs de fantaisie. Tu sais, fait que c'est pour ça que je pense que c'est un peu du cas par cas, puis il faut pondérer tout ça. JF Chaput. Cet été et le suivant pourraient être intéressants car des joueurs comme Malkin, Crosby, McDavid, Matthews, Ischier, Peterson, Point, etc. pourraient être échangés ou signés. Quelles seraient les meilleures options pour des équipes comme les Sharks, les Ducks ou CH? Payer un prix astronomique pour McDavid, le gros prix pour Crosby, signer Malkin 1 an en attendant la relève, échanger la relève pour un Ischier, un Matthews ou être patient? Alors, les 3 clubs que tu mentionnes, là, San Jose, Anaheim, Canadien, je pense que la seule chose qui pourrait être envisagée, ça serait payer le prix astronomique pour McDavid. Le reste, non. Matthews, non. Ischier, ça dépend ce que tu donnes pour. Rapport qualité-prix, Ischier. Oui, mais ça dépend ce que tu donnes pour. Malkin, non. Ces clubs-là n'ont pas besoin d'un an de Malkin. Le gros prix pour Crosby, non. Le gars va avoir 39 ans. Alors, puis ces équipes-là, les Ducks et le Canadien, surtout, sont quand même déjà pas mal avancés. Est-ce que Crosby pourrait faire en sorte qu'un des deux gagnerait la Coupe? T'sais, ça demeure un Crosby de 39 ans. Regarde. Ça dépend ce que tu donnes. Ça dépend ce que tu donnes. C'est sûr que si tu donnes une coupe de choix de première ronde, quelque chose comme ça, c'est pas grave. Mais tu ne dois pas donner un Michael Hage, par exemple, pour avoir un Crosby 1 an ou 2. Alors moi, la seule chose, peut-être, ça serait McDavid. Samuel Duchesne. Simon, pour mon pool keeper, qui choisirais-tu en ordre? Anton Frondel, Caleb Desnoyers, Carter Bear, Trevor Connolly, Michael Hage, Quentin Musty. Bon, J'ai peur de la réponse. Évidemment, il y a une question d'opportunité là-dedans. La meilleure opportunité de faire des points, elle va à Anton Frondel. Mm-hmm. Tu sais, Chicago a rien, puis le gars va jouer. Mon préféré, c'est Trevor Connolly, mais à ce moment-là, Vegas... Regarde, Vegas, les gars vieillissent. À un moment donné, moi, je présume qu'éventuellement, Connolly va être sur le premier trio puis le premier avantage numérique. Fait qu'étant donné, je vais me baser sur le talent, je vais dire Connolly. Parce que Samuel, lui, il veut savoir là, avec qui il va gagner son pool à long terme. Oui, mais c'est un keeper. Alors, on va y aller avec Connolly 1. J'y vais avec Frondel 2. Tu vas avec Connolly en premier. Oui, malgré tout. Parce que, sais-tu quoi? Ton jupon dépasse. Mathias, il est 10 fois plus habile que tous ces gars-là mis ensemble. OK. Bon. Puis Vegas, à un moment donné, il va falloir qu'ils intègrent un jeune joueur à leur formation. Écoute,
En tout cas. Encore surpris que tu ne mettes pas Carter Bear et Quentin Musty devant Frondel, mais bon. OK, là, t'es niaiseux. Puis t'aimes Caleb Desnoyers pas mal. Hey, c'est la depuis un première fois qu'il me traite de niaiseux. bout. Ouais. En Là, ondes, là. au 3e rang, j'hésite. À cause d'une question d'opportunité. Oui, j'aurais Caleb Desnoyers 3e rang parce que je constate que c'est un joueur supérieur à Michael Hage. Mais Michael Hage a peut-être un beau poste de top 6 qui l'attend. Desnoyers a quand même déjà Logan Cooley en avant de lui. Je sais pas. Mais Michael Age n'a pas non plus un premier avantage numérique. Tu peux pas sortir Ouais, personne. c'est Ça, c'est un bon Ouais, point. ouais. Alors, tu viens de trancher, Antoine. Caleb Desnoyers 3, Michael Hage 4, Carter Bear 5 et Quentin Musty 6. Bon, voilà. Mathieu Sirois, on rêve ici, 2 fois plutôt qu'une. Snake, si les Nordiques reviennent comme club d'expansion, accepterais-tu le poste de directeur du recrutement? Quelles seraient tes premières décisions, à part de nommer Mathias comme ambassadeur élite de ta nouvelle équipe? J'adore Québec. C'est probablement ma ville favorite avec Boston. Mais Et Nashville. étant un fan du Canadien, Mais tu ne ayant pourrais faire grandi ça. avec le Canadien. Ayant grandi avec le Canadien. Étant un fan. C'est trop drôle. Oui, J'ai-tu surjoué, là? Ça serait difficile pour moi de travailler pour les Nordiques. OK. Mais t'es pas un petit peu insulté parce que Mathieu te dit, t'es ambassadeur élite. Là. C'est toi le cerveau. T'aurais même Ben pas non, un poste, là. là. T'as pas un poste dans ce Je région. suis Badaboum? Ben, là, c'est ça. hein, un gars qui La sert mas- la un mas- gars qui la sert la main au mascotte. tournoi de golf, là. Non, mais attends, élite. Regarde, Toi, est-ce que tu serais directeur du recrutement élite? Moi, je serais élite dans mon domaine. ben moi, je vais te dire, peu importe l'équipe où je me retrouverais, je vais te dire un petit peu comment je verrais ça, moi, directeur du recrutement. Ce que je proposerais, mettons, à un directeur gérant. Premièrement, augmenter le budget du recrutement. Énormément. C'est le nerf de la guerre. C'est avec ça que tu bâtis des équipes. Les agents libres, ce n'est plus la façon de bâtir des équipes. Est-ce que ça l'a déjà été? Peut-être un peu plus avant. Tu dois recruter tes propres joueurs. Regarde en général les équipes qui sont sur une lancée. Oui, il y a eu des bons échanges qui ont été faits, mais à la base, les échanges ont souvent été faits grâce au fait qu'ils avaient repêché des bons joueurs. Alors, budget de recrutement, vraiment, je vais te donner un exemple. Tu sais, là, il y a des recruteurs, mettons, il y en a un pour un territoire, mettons, le nord-est des États-Unis. Il y en a un pour la Ligue de l'Ouest. Il y en a 2 en Ontario. Moi, je quadruplerais ça. Par exemple, le USNTDP, qui est basé au Michigan, joue contre des universités américaines et dans la USHL, joue une 60aine de matchs par année. Moi, j'aurais un recruteur qui ne suivrait que le Il faut USNTDP. qu'il soit bon, parce que tu peux avoir 5 recruteurs pour une équipe, s'ils sont pas bons, ils vont tout Oui. le temps regarder les mauvaises affaires. Ça, je le sais. Mais on va prendre pour acquis que les gars sont capables de faire la job, là. Parce que moi, Pas je suis ambassadeur, là, je peux pas t'aider. Là. Non. Regarde, je reviens à mon exemple du USNTDP. Pourquoi le USNTDP? Tu sais, bon an, mal an, là, la moitié de l'équipe est repêchée. Alors, c'est probablement l'équipe qui est la plus grosse source dans le monde de joueurs individuellement repêchés. Tu sais, tu vas regarder, mettons, telle équipe, il y en a un, d'autres équipes, il y en a 2. En Russie, mettons, dans KHL, une équipe en a un, une équipe en a un autre. Le USNDP, c'est 10, 12, 13 joueurs par année. Alors moi, exemple, j'aurais un gars attitré à ça. Ensuite, j'aurais un paquet de recruteurs, moi, qui seraient assignés à surveiller uniquement tous les joueurs admissibles au repêchage de 17 ans qui jouent sur des 3e, 4e trios. Alors, avec ça, tu peux trouver, exemple, des Luke Evangelista. Et des Robert Thomas. Robert Thomas, tu me dis, il est sorti 20e. Si Robert Thomas, on avait fait plus de projections, parce qu'il était sur le 3e trio avec les London Knights, si on avait fait plus de projections, il serait sorti top 10. Alors moi, je dirais aux gars, j'aurais des recruteurs, je me dirais, OK, vous autres, vous vous concentrez sur la première ronde, ou les 2 premières rondes, mettons les 50-60 espoirs que tout le monde connaît, puis je dirais, j'en assignerai un paquet d'autres à dire, là, vous allez avoir telle équipe, telle équipe, telle équipe. Vous checkez uniquement les 17 ans qui jouent des 3e, 4e trios, dans le but peut-être de trouver une carte cachée, parce que des joueurs dans les rondes 3-7 qui font la LNH, il y en a. Mais tu sais, regarde, là, tu parlais du programme de développement américain. Là. Ouais. Le Canadien a plein de recruteurs là-bas. Ouais. Ils tripaient tous sur Casey puis d'autres défenseurs à la place d'Hudson. Il a fallu que Hughes mette son poing sur la table parce qu'il le connaissait depuis le kid avait 10 ans. Là. Regarde,
je suis d'accord avec toi qu'en tant que directeur du recrutement, je m'arrangerais pour les connaître moi-même. Puis à un moment donné, tu viens qu'à connaître tes recruteurs. Tu sais, les recruteurs, des fois, ils ont toutes des tendances à aimer certaines choses plus que d'autres. Comme moi, mettons, c'est les habiletés naturelles. Alors, un directeur du recrutement doit savoir que moi, quand je vais recommander un joueur, il y a des bonnes chances que le gars il ait des super habiletés naturelles. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas le reste. Mais mettons, c'est plus une qualité de prédilection pour Puis moi. moi, c'est le sens du jeu. Bon, ben voilà. Fait que tu sais, à un moment donné, tu viens qu'en connaître tes recruteurs, mais moi, en augmentant le budget du recrutement, ça permettrait de ratisser large parce que je suis sûr qu'il y a encore des joueurs qui filent entre les craques du plancher. Tu peux nous fermer ça. Merci les gars. Merci Simon, merci à Antoine, merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine.